Bon, on va commencer. D'où bonjour à tous. Bon, la dernière fois, on a vu finalement les éléments des alcalins, les alcalino-terreux qui étaient utilisés dans les accumulateurs à ion lithium et autres. Aujourd'hui, finalement, on va s'intéresser à la technologie à ion lithium, et c'est-à-dire la technologie que vous avez tous dans vos téléphones portables ainsi que dans vos ordinateurs. Et qu'est-ce que je vais faire durant cette leçon? C'est un peu vous donner l'origine de cette technologie, pourquoi, comment elle est arrivée, ses avancées, personnellement vécues, puisque j'ai travaillé quand même 20 ans là-dessus, et également son futur. D'où, comment et quelle est l'origine de cette technologie? Mais chaque fois, du moins en chimie inorganique, l'origine provient de problèmes socio-économiques, et notamment les crises pétrolières qu'il y a eu dans les années 1971 ou 1979. Cela, je dirais, a nécessité la prise en conscience des chercheurs qu'il fallait trouver de meilleurs moyens de préparer les matériaux à basse température, ainsi que de convertir et stocker l'énergie. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, on a essayé d'économiser l'énergie, voire de mieux la convertir, de la stocker. C'est la raison pour laquelle il y a eu deux, je dirais, découvertes importantes. Tout d'abord, au niveau de la chimie du solide, on est passé vers des hautes températures, vers des basses températures, la chimie douce, où on peut maintenant préparer des matériaux aux températures de 150 degrés à 200 degrés, et surtout de mieux convertir, de stocker l'énergie, c'est-à-dire de revisiter et de relancer des recherches dans le domaine des nouvelles technologies, nouvelles chimies, et notamment la technologie à ion lithium. Alors bien sûr, cette technologie à ion lithium n'est pas arrivée comme ça, sans antécédents et sans avoir une plateforme importante de connaissances, notamment sur les technologies précédentes, que sont les technologies au plomb, technologie nickel-cadmium ou les technologies nickel-métal-hydrure. Et ce que je vais vous montrer, c'est finalement quelle a été l'évolution continue de ces technologies pour conduire finalement à la technologie à ion lithium par, je dirais, un certain raisonnement et une certaine logique. D'où on va commencer par les technologies que vous connaissez très bien, qui sont les batteries au plomb. Vous avez ce système électrochimique dans lequel, dans ce cas, les couples sont des couples à base de plomb, avec la spécificité de ce système, c'est que dans ce cas, eh bien, l'électrolyte, qui est un électrolyte acide, va participer aux réactions. Et on a un potentiel de 2,2 volts. Mais, malgré le coût intéressant de cette technologie, vous voyez que ses performances sont relativement limitées. Raison pour laquelle est venue par la suite la technologie nickel-cadmium, dans laquelle maintenant, vous voyez, j'utilise dans ce cas, regardez, un composé lamellaire, que je vais déjà appeler un composé d'intercalation vis-à-vis des protons. Et à l'électrode négative, eh bien, j'ai encore du métal, du cadmium. Mais notez que maintenant, on a évolué de l'acide sulfurique à des solutions alcalines, comme KOH, comme indiqué ici. L'avantage de cette technologie, eh bien, c'est qu'on peut utiliser, on a des performances relativement meilleures, mais vous savez tous que le cadmium est toxique. Raison pour laquelle cette technologie n'est plus sur le marché ou en très faible quantité aujourd'hui. Et son remplacement, eh bien, ça a été tout simplement les batteries nickel-métal-hydrure. Alors ces batteries nickel-métal-hydrure, regardez bien, elles sont basées sur maintenant un composé d'intercalation à l'électrode positive, puisque c'est NiOH2 et NiOH, composé lamellaire. Et maintenant, à l'électrode négative, on a également un composé d'insertion, c'est-à-dire une éponge à hydrogène, dans laquelle on va insérer l'hydrogène et le retirer de ce matériau. Ce qui fait que la technologie nickel-métal-hydrure est une technologie finalement qui va utiliser le proton de l'électrode positive à l'électrode négative, et on aurait pu appeler ça tout simplement la technologie proton-ion. Et dans ce cas, on a, vous voyez, des densités d'énergie beaucoup plus élevées, notamment en termes volumétriques. Mais le commun dénominateur à tous ces systèmes, comme vous pouvez voir ici, c'est qu'ils travaillent à milieu aqueux, c'est-à-dire où on a un potentiel de 1,2 volts. Seule exception est le cas des batteries au plomb, où on a 2,2 volts. Ça veut dire qu'en ce cas, on peut travailler en dehors du domaine de stabilité thermodynamique de l'eau. Et sous cela, pour des régions cinétiques qui sont importantes et qu'on verra par la suite. Mais lorsqu'on est arrivé ici, dans les années 1980-1970, la question se posait, comment pouvons-nous encore améliorer la densité d'énergie de ces systèmes? Et si on regarde la densité d'énergie de ces systèmes, vous avez déjà vu ce diagramme, dans lequel on va tracer le potentiel à l'axe des Y et la capacité à l'axe des X, et toute la surface en dessous, ce qu'on appelle l'énergie. Et vous voyez qu'en ce cas, bien, vous avez deux degrés de liberté. Soit vous pouvez directement augmenter le potentiel,
vous allez bien sûr augmenter l'énergie, ou alors augmenter la capacité, c'est-à-dire le nombre de protons ou de lithium que vous pouvez mettre dans ces matériaux. Eh bien, si vous faites cela, eh bien, on peut le faire en passant du proton au lithium. Pourquoi? Parce que le lithium est l'élément, comme on a vu la dernière fois, le plus électropositif du tableau périodique. Ce qui fait qu'il va vous donner un potentiel de cellule beaucoup plus important que directement le proton. Par contre, vous savez tous, et on l'a vu la dernière fois, que le lithium n'est pas stable à l'air ou à l'humidité. C'est-à-dire qu'en ce cas, il va falloir directement de passer des électrolytes aqueux à des électrolytes directement non aqueux, c'est-à-dire à des molécules organiques. Et ça, c'est le premier changement de paradigme lorsqu'on va évoluer des systèmes alcalins à des systèmes, je dirais, basés sur la chimie du lithium. Alors cette chimie du lithium, eh bien, elle est apparue dans les années 1970 et la première application, bien sûr, a été dans les piles. Piles, je répète, sont des éléments dans lesquels vous allez décharger et vous jetez une fois que vous avez déchargé une fois. Et vous voyez ici, par exemple, les systèmes qui sont bien connus, que vous utilisez directement dans les jouets d'enfants ou dans les lampes de poche, le système alcalin MnO2 zinc. Il vous donne, vous pouvez voir ici, un potentiel de 1,3 volts. Maintenant, si je mets à l'électronégative du lithium plutôt que du zinc, eh bien on va passer à un potentiel de 3 volts. Ça veut dire que maintenant, vous voyez la courbe de potentiel, et vous avez dans ce cas les systèmes lithium-MnO2 qui vont vous donner, dans ce cas, une densité d'énergie et un potentiel 2 fois, voire 2 fois et demi plus important que les mêmes batteries MnO2 en milieu aqueux. Donc voilà, si vous voulez, ce que sont les systèmes électrochimiques au lithium en pile primaire. Mais bien sûr, pour concurrencer nickel métal hydrure ou nickel cadmium, il fallait rendre ces systèmes, je dirais, rechargeables. Et c'est là qu'une seconde découverte est arrivée, due aux chimistes du solide, qui ont, dans ce cas, pu identifier des matériaux, comme vous les voyez ici, des chalcogénures, qui décomposaient lamellaire, soit TiS2, soit NBS3, soit MOS2, et obtenu ce genre de matériaux dans lesquels on peut maintenant insérer et retirer le lithium. C'est-à-dire qu'on a des éponges à lithium. Et bien sûr, ayant cela, l'évidence était là, pourquoi ne pas coupler maintenant de tels matériaux avec une électrode négative de lithium, ce qui a conduit à la technologie lithium-métal. Cette technologie, comme on peut voir ici, elle est constituée des matériaux indiqués, avec, dans ce cas, maintenant une éponge à lithium comme électrode positive et du lithium métallique. Mais malheureusement, comme vous le voyez ici, ce qu'on n'avait pas réalisé, c'est que lorsqu'on va déposer et retirer le lithium, ce dépôt ne va pas se faire de façon uniforme. Il y a formation d'une dendrite. Et malheureusement, c'est ce qui est arrivé lorsqu'on a mis des batteries sur le marché, la raison pour laquelle les premiers téléphones portables, développés par Moli Energy au Canada, qui ont été vendus au Japon, ont explosé dans la figure des utilisateurs. Et ça a été la fin de la technologie lithium métallique. Donc comme on peut le voir, malgré toute l'euphorie qu'il y avait en ce début, ça a été une histoire qui s'est très mal terminée. Alors, dans ce cas, il fallait trouver une alternative. Et c'est là que les chercheurs vont proposer deux solutions. Puisqu'on a un problème de dendrite à l'électron négatif, il y a soit on peut, dans ce cas, utiliser un écran, c'est-à-dire mettre un électrolyte polymère qui va empêcher les dendrites de passer d'électrode positive à l'électrode négative, soit on peut remplacer tout simplement l'électrode de lithium par une autre éponge à lithium qui va être le carbone qu'on va voir par la suite. Et c'est finalement ces deux, je dirais, approches qui ont été poursuivies et qui vont conduire à différentes technologies qu'on appellera la technologie lithium-métal polymère, que j'ai décrit ici, dans laquelle vous avez toujours les matériaux d'électrode positive et d'électrode négative. Vous voyez maintenant, j'ai directement mon polymère, mon électrolyte polymère, qui va servir de barrière et empêcher la croissance dendritique. La difficulté, c'est finalement de trouver des polymères qui vont pouvoir conduire des ions. Eh bien, dans ce cas, on va utiliser tout simplement des oxydes de polyéthylène, comme indiqué ici, et on va utiliser la vibration des chaînes polymères pour créer des volumes vides et pour entraîner le lithium, c'est-à-dire la migration du lithium. Tout ça, c'est beau, mais il faut malheureusement aller à des températures de 70-75 degrés pour obtenir de tels systèmes. C'est une technologie que vous connaissez tous, du moins vous la côtoyez de très peu, puisque les batteries ou la Blue Car que vous voyez à Paris est tout simplement basée sur cette technologie lithium polymère.
C'est une technologie qui fonctionne à 70 degrés et dont Didier Margined viendra, je crois, c'est le 27 février, vous donner un aperçu de cette technologie et le pourquoi de cette technologie. La deuxième approche qu'on va détailler maintenant, bien c'est celle qu'on côtoie encore plus tous les jours, c'est la technologie à ion lithium. Développée dans le concept date des années 1980, où maintenant, vous voyez, on a remplacé la fameuse électrode de lithium par une électrode de carbone. Et on voit qu'on n'a plus du tout de lithium dans cet accumulateur. Raison pour laquelle on appelle cela le lithium-ion. Vous avez seulement des ions qui vont bouger de l'électrode positive à l'électrode négative. Donc dans les accumulateurs que vous utilisez aujourd'hui, vous avez directement ces différents composés. C'est basé sur l'oxyde lamellaire et du carbone comme électrode négative. Lorsqu'on va connecter les pôles positifs et négatifs de ces accumulateurs, eh bien, on va obtenir ces courbes de charge et de décharge comme indiqué ici. Vous allez en voir plusieurs dans cette présentation où on mettra le potentiel en fonction de la capacité. Lorsqu'on veut savoir la performance ou la figure de mérite de cet accumulateur, eh bien, on peut le déduire par sa simple relation. Sa capacité va être égale en ampères-heure par kilogramme à cette constante que multiplie delta X, ou delta X en ce cas, c'est le nombre de lacunes que vous avez dans votre matériau d'électrode positive, dans votre éponge, et M est la masse molaire. D'où la règle du jeu, pour obtenir des matériaux à haute capacité relativement simple, il faut que vous augmentiez le nombre de lacunes ou alors abaisser la masse moléculaire. D'où voilà, si vous voulez, ce que c'est cette technologie. Et nous, tout le concept a été directement proposé dans les années 1980 et n'a été commercialisé qu'en 1991. Donc voilà, si vous voulez, l'origine de cette batterie à ion lithium. Bien maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de couvrir les 25 ans de 1991 à 2016. Et vous montrer finalement une expérience que j'ai quand même vécue de près, toutes les évolutions. Alors plutôt que de faire une présentation et de lister tout ce qui s'est passé, je vais essayer de structurer cette présentation vers différents points. C'est-à-dire, comme en histoire, je vais directement déterminer des périodes. Je vais dans un premier temps montrer la période de maturation, ce qui s'est passé. Ensuite, je vais passer à une période que j'appelle la période d'exploration de tous les possibles, où la recherche a foisonné. J'en reviendrai, je toucherai l'aspect du développement durable, qui a également contrôlé nos recherches, pour mentionner le nouvel élan que nous avons vécu, que nous vivons encore de ces 2 ou 3 dernières années, et enfin, vous porter dans le futur et partager avec vous finalement ce que sera la recherche ainsi que l'industrie du lithium-ion dans le futur. Donc par conséquent, si je regarde à l'étape de maturation, eh bien, il est important quand même de rappeler quelle est la structure d'une électrode et comment cela se fonctionne. Si on regarde la structure d'une électrode, malheureusement, on n'a pas que le matériau actif. Les électrodes sont beaucoup plus compliquées, dans lesquelles on a effectivement le matériau actif, le liant et un conducteur électronique. Et dans ce cas, bien sûr, on a de nombreuses interfaces. Maintenant, si on zoome ce qui se passe, je dirais, dans ce secteur, eh bien, on s'aperçoit que maintenant, on a des paramètres importants qu'il faut contrôler, qui sont le transfert des électrons, le transfert des ions, les formations d'interfaces, et ainsi de suite. C'est-à-dire que ce système n'est quand même pas des plus simples à maîtriser et à contrôler. D'où, finalement, la performance de la batterie eh bien, va être finalement une somme de plusieurs paramètres que sont le matériau d'électrode, l'interface et les électrolytes. Et ça, si vous voulez, c'est les 3 points qui ont été travaillés fortement durant cette étape de maturation. Et je vous montrerai finalement quelles ont été les découvertes clés pour arriver à un état de satisfaction de cette technologie. Je commencerai tout d'abord par le matériau d'électrode. Si je commence par le matériau d'électrode, eh bien, tout d'abord, la première chose, puisqu'on est passé à une technologie lithium-ion, il a fallu changer, passer des sulfures à des oxydes. Pour la bonne et simple raison, c'est que le potentiel du matériau d'électrode dépend de la liaison iono-covalente et est supérieur dans le cas des oxydes. Bien sûr, les chercheurs ont établi tout un nombre de règles pour avoir le matériau d'électrode idéal. Conductivité électronique, large particules, chimiquement stable, rapide diffusion de lithium, bas coût, sans site cristallographique vide et des centres redox cationiques. Et bien sûr, lorsque vous avez tout ce nombre de règles, seuls quelques matériaux ont pu, je dirais, passer, filtrer et être utilisés. Et parmi ces matériaux, eh bien, il y en a 3 qui sont le spinel LiM2O4 et
les oxydes lamellaires de cobalt et de nickel. Je vais vous montrer finalement ce qui s'est passé au niveau de chacun de ces matériaux à un sol transparent, les recherches qu'il y a eu à ce sujet. Si je prends le cas des oxydes lamellaires, eh bien, c'est le composé LiCO2 que vous utilisez dans vos accumulateurs. Et ensuite, les chercheurs ont étudié ce diagramme ternaire dans lequel on pouvait trouver des compositions en manganèse et en cobalt. Tout cela pour des problèmes de coût, de sécurité. Et finalement, une formulation magique qui est lithium, nickel 1 tiers, manganèse 1 tiers, cobalt 1 tiers, O2 a été proposée avec des capacités de 180 mAh par gramme. Et c'est ce qui conduit, pour ceux qui sont dans le domaine, à la famille de composés lithium-NMC. Mais durant cette époque, les chercheurs ont également essayé de modifier, de jouer avec cette formulation. Et jouer avec cette formulation avec 3 paramètres. En effet, il vous faut la stabilité thermique, il faut avoir la capacité en décharge la plus grande possible, ainsi que la tenue en cyclage plus grande. Mais tout cela avec la sécurité. Et on s'aperçoit que lorsqu'on regarde ces différentes compositions, dans laquelle le premier chiffre ici correspond au taux directement de nickel, le deuxième manganèse et le troisième cobalt. Et on s'aperçoit qu'au jour d'aujourd'hui, et on entendra certainement parler dans l'exposé suivant, que le matériau de choix pour l'industrie automobile et ainsi de suite, c'est le 6-2-2, c'est-à-dire 60% de nickel, 20% de manganèse et 20% de cobalt, avec également des phases dérivées qui peuvent être utilisées, ou dans ce cas, il n'y a pas de nickel, oui, absolument, il n'y a pas de manganèse, il y a de l'aluminium. Donc voilà, si vous voulez, le statut au niveau des composés lamellaires. Et on y reviendra un peu par la suite. Maintenant, si je passe aux structures trois-dimensionnelles, c'est-à-dire aux spinels, lithium M2O4, là, je dois dire, ça a été un challenge énorme pour maîtriser cette électrochimie et chimie de ce matériau. Pour la bonne et simple raison, si vous regardez la formule chimique, comme indiqué ici, vous avez un composé dans lequel vous avez 2 états de valence, plus 3 et plus 4. Et dans ce cas, il y a, avec du manganèse plus 3, un effet iantellaire. Ça veut dire directement que lorsque vous allez oxyder ou réduire ce matériau, vous allez avoir directement un broyage électrochimique. Et ça a entraîné la dissolution du manganèse, avec de plus des problèmes importants, puisque dans ce cas, il fallait aller chercher la capacité à un potentiel élevé de 4,5 volts, et on n'avait pas les électrolytes requis à l'époque. D'où, personnellement, j'ai certainement passé 15 ans de recherche sur ce matériau pour arriver à en faire des objets utilisables qui ont été développés par Mouli Énergie et qui étaient utilisés par Renault il y a de cela 4 ou 5 ans pour certains de ces voitures électriques. D'où on peut se dire, au jour d'aujourd'hui, est-ce que cet effort, est-ce que c'était une perte de temps? Bien non, puisque vous allez voir, on a, le long de cette route, je dirais, fait des découvertes relativement importantes. La première est reliée aux électrolytes. Ce n'est que dans ce matériau qu'on a pu mettre en évidence, ou qu'on a pu, je dirais, confectionner un électrolyte, en y mettant, dans ce cas, un sel de lithium, et surtout en combinant ces deux, je dirais, molécules organiques, qui sont des carbonates cycliques pour éthylène-carbonate et linéaires pour déméthylcarbonate. Et ça, c'est un électrolyte qui aujourd'hui est commercialisé depuis 1994 et qui est utilisé dans la plupart des laboratoires, voire dans certains accumulateurs. Une autre importance de ces recherches a été le fait que lorsque vous travaillez à haut potentiel, vous avez toujours des réactions catalytiques de décomposition. D'où la question, comment diminuer cette réaction? Et c'est là qu'on avait introduit les bienfaits de l'arrobage en 1998, en montrant qu'on pouvait protéger la surface du spinel lithium-M2O4 et obtenir des comportements satisfaisants en cyclage et ainsi de suite. Donc voilà, si vous voulez, au niveau de l'électrode positive. Quant à l'électrode négative, là aussi, le jeu n'était pas simple et on a eu, si je peux dire, la saga des carbones, avec toute une sorte de carbone, les coques, les graphites synthétiques. Et là, tout est contrôlé par, une fois de plus, votre électrolyte. Et c'est l'électrolyte qui a gouverné finalement l'utilisation des carbones. C'est la raison pour laquelle, dans un premier temps, eh bien, on a utilisé des carbones mous. Les carbones mous sont des carbones qui sont, comme vous pouvez voir ici, relativement organisés, mais qui sont préparés à partir d'huile, et ainsi de suite. Et dans ce cas, on ne pouvait pas utiliser des graphites, car le carbonate de propylène, directement, rentrait dans ces carbones. Il y avait de la co-intercalation. Et ce n'est que plus tard qu'on a réalisé que si on ajoutait du carbonate d'éthylène, ou maintenant cette molécule,
eh bien, on pouvait utiliser ces graphites naturels. D'où ça, comme vous pouvez voir ici, ça fait des augmentations de capacité. Et finalement, au jour d'aujourd'hui, eh bien, on va utiliser ce qu'on appelle des carbones durs, c'est-à-dire c'est des carbones non graphitisables, c'est-à-dire que vous pouvez aller à des températures très élevées, vous n'obtiendrez jamais une structure parfaitement ordonnée, comme indiqué ici. Sous des carbones complètement désordonnés, et tout ça, eh bien, on peut obtenir nos matériaux d'électrodes, nos électrodes de carbone aujourd'hui peuvent se préparer à partir de crustacés, à partir de noix de coco, et ainsi de suite. Vous voyez, il y a toute une production de carbone à relativement bon marché dans ces accumulateurs d'aujourd'hui. Mais, là aussi, je dirais la complexité du système n'est certainement pas venue du carbone, mais une fois de plus, de l'interaction entre le carbone et l'électrolyte. Ce qui va me mener au point, je dirais, clé, le plus important de tous ces systèmes, qui est l'interface. L'interface solide-électrolyte, qu'on appelle SEI. Je dirais que c'est un cadeau de la nature, sans quoi les batteries à ion lithium n'auraient pas fonctionné, et c'est un cauchemar à maîtriser, vous allez voir pourquoi. Cauchemar, eh bien, ça a été trouvé directement par Emmanuel Pellet en 1979, où vous voyez directement son modèle, où dans ce cas, vous avez le lithium métal, formation d'une SEI, avec le lithium qui va directement se déposer et être retiré en dessous de cette SEI. Ensuite, beaucoup de chercheurs, dont notamment Doron Orbark, ont travaillé sur la composition de cette SEI et ont montré que celle-ci était formée de polymères ainsi que de différentes sortes de lithium alkylcarbonate et ainsi de suite. Pour vous en donner la complexité, voilà finalement tous les matériaux que vous avez à la surface d'une SEI. Et enfin, avec des études, je dirais, plus sophistiquées, il est maintenant, je dirais, connu que cette SEI a une composante organique et une composante inorganique. Malheureusement, la proportion de ces deux composantes va dépendre de votre matériau que vous allez utiliser. C'est-à-dire que selon la nature des carbones, eh bien, la proportion de ces couches organiques et inorganiques sera différente. Donc voilà, si vous voulez, un peu ce genre de recherche. Et ensuite, il y a eu également des avancées au niveau de la configuration des cellules, puisque, je dirais, les cellules, c'était des cellules cylindriques, des cellules prismatiques, voire des cellules boutons. Eh bien, il y a eu le développement, dans les années 1994, de la fameuse technologie plastique à ion lithium, où dans ce cas, bien, vous voyez que tous les matériaux, d'électrodes positives ou négatives, sont insérés dans une matrice plastique. Dans ce cas, on, je dirais, se défait des interfaces à l'échelle macroscopique. Et cela, eh bien, a été possible grâce à l'utilisation des polymères, notamment un copolymère PVDF HFP, polyvinyl difluorure hexafluoropropylène, qu'on peut utiliser dans ces matériaux et qui vous permet d'absorber de l'électrolyte et de contrôler la conductivité ionique de votre ensemble. Et bien sûr, cette technologie peut être faite à la grande échelle avec tous les moyens de la technologie plastique, ainsi de suite. Donc voilà, si vous voulez, ce qui s'est passé durant cette étape de maturation qui nous a porté dans les années 2008 et qui a finalement conduit à l'acceptance des batteries à ion lithium. Vous avez ici un concert dans les années 1990, vous voyez ici dans les années 2000, et vous apercevez que les batteries à ion lithium bien, fonctionnent relativement bien. Alors pourquoi tout cela? Eh bien, je pense que ça a été dû à une synergie importante entre les centres de recherche et l'industrie, c'est-à-dire un jeu de ping-pong entre la connaissance scientifique et le savoir-faire technologique. Et c'est pour ça qu'en 7 ou 8 ans, eh bien, cette technologie a pu évoluer et conquérir le marché. Mais bien sûr, à cette époque, eh bien, on sentait déjà la difficulté d'améliorer cette technologie en termes de performance. Et là aussi, eh bien, quand cela se passe au niveau de la recherche, il faut poursuivre de nouveaux sentiers. Et c'est ce qui va me conduire à ma deuxième étape de l'histoire qui, directement, s'intéresse à l'exploration de tous les possibles. Et vous allez voir que là, eh bien, la recherche, je dirais, a éclaté et tout devenait possible. Alors, comment ça s'est passé? Eh bien, dans les années, je dirais, 2000, ce qui est intéressant, c'est que les chercheurs ont finalement essayé de tuer les dogmes qu'ils avaient eux-mêmes stipulés concernant les matériaux d'électrodes. Vous voyez ici, larges particules, et ainsi de suite. D'où, dans les années 2000, la première chose qui s'est passée, eh bien, pourquoi n'allons-nous pas challenger ces larges particules? Et effectivement, nous avons travaillé sur des matériaux à l'échelle nanométrique, c'est-à-dire explorer les bénéfices de la dimension de passer à l'échelle nanométrique sur des matériaux d'électrodes. Alors bien sûr, vous pouvez dire pourquoi il a fallu tant de temps pour que les électrochimistes s'intéressent aux nanomatériaux
alors que dans le domaine de la microélectronique ou dans le domaine du magnétisme, et ainsi de suite, ces matériaux sont utilisés pour longtemps. Bien, tout cela repose une fois de plus sur les réactions électrochimiques. Si on revient bien à la particule, vous avez ici votre matériau qui va réagir, vous avez l'électrolyte. Bien, chaque fois que vous avez cela, vous voyez à la surface, cette fameuse interface, il y a une réaction parasite qui se forme. Bien, vous comprenez tous très bien que si on va à l'échelle nanométrique, eh bien, on aura davantage par poids de matériaux de cette fameuse SEI. D'où il y avait besoin de contrôler l'interface, et l'idée qui est venue, c'est, à ce compte-là, de faire à la même fois, de la réduire la taille des matériaux et d'y mettre ce que j'appellerais un enrobage, pour empêcher directement le contact entre la particule et l'électrolyte, ce que je vous ai montré auparavant, que nous avions fait avec lithium N2O4 et l'électrolyte. Donc voilà les étapes qui ont été poursuivies. Et en effet, si on regarde ces étapes, on s'aperçoit que le matériau d'électrode, vous voyez votre électrode, dans laquelle vous devez avoir toutes les particules connectées, les ions, et ainsi de suite, car de nouveau, pour faire une réaction électrochimique, je dirais c'est le principe de la dualité, il vous faut des ions et des électrons en tout point de votre électrode. Et effectivement, vous voyez maintenant que si je réduis en taille de matériau, je ne vais pas changer la valeur intrinsèque de la conductivité ionique. Par contre, regardez, si je diminue le rayon ionique par un facteur 10, je vais diviser par un facteur 100 le temps de voyage de mon ion lithium du centre à la surface. Et bien sûr, il vous faut également des électrons. Et si vous prenez des matériaux qui sont isolants, eh bien, vous mettez du carbone, et comme on peut voir ici, vous allez tout simplement utiliser les parties de la particule qui sont éclairées. Si je veux utiliser toute la particule, eh bien, je suis obligé, dans ce cas, d'avoir cet enrobage uniforme des particules, de façon à avoir accès au centre, aux ions et à toute la capacité de cette particule. Eh bien, c'est ce qui a conduit au développement de toute une chimie, je dirais, cœur-couronne, en fabriquant des particules, comme indiqué ici, avec le cœur actif et la surface, ou la protection de la surface. D'où tout cela, eh bien, ça a permis, je dirais, quand même de révolutionner le domaine des électrodes. Révolutionner à deux niveaux. Tout d'abord, ça a permis de faire en sorte que des matériaux comme lithium FePO4, qui étaient connus, qui sont des minerais, eh bien, qui étaient connus mais qui ne pouvaient pas fonctionner, et dès qu'on applique, je dirais, cette dualité réduction en taille plus enrobage à la surface, eh bien, on peut obtenir les propriétés excellentes du matériau. C'est ce qui a conduit au développement de la technologie LiFePO4, qui est utilisée aujourd'hui en grande quantité pour le véhicule électrique. De la même façon, ce passage à l'échelle nanométrique nous a permis, comme vous pouvez le voir ici, d'utiliser également des électrodes de silicium, électrodes qui auparavant étaient bien connues, mais qui ne pouvaient fonctionner, car lorsque vous mettez du lithium à l'intérieur, vous avez une augmentation de volume de 400%. D'où les électrodes se délaminaient. Dans ce cas, eh bien, en passant à l'échelle nanométrique, vous avez un relâchement des contraintes et vous pouvez obtenir des matériaux qui cyclent relativement bien, comme indiqué ici. Donc voilà, si vous voulez, et ça a conduit également au développement d'une technologie Nexelium. Enfin, en passant à l'échelle nanométrique, on peut également, je dirais, conduire ou, je dirais, lancer d'autres réactions, et notamment des réactions de conversion. Et vous voyez, dans ce cas, je vous parlais de cystes cristallographiques vides, et bien, là aussi, notre challenge a consisté à tester le potentiel de matériaux qui avaient une structure compacte, c'est-à-dire sans lacune pour le lithium. Et c'est ce qu'on a observé, c'est que dans ce cas, bien, malgré que les structures soient compactes, on peut observer, comme on peut voir ici, de l'activité électrochimique. Vous avez ici une particule de cobalt que vous réduisez avec le lithium et vous absorbez, je dirais, ces particules, ces composites, qui sont faits de Li2O et de nanoparticules de cobalt. Et tout ce système vous permet maintenant de travailler de l'état d'oxydation plus 2 à l'état d'oxydation 0. Et cette réactivité eh bien, est relativement universelle, car tous les systèmes binaires, que ce soit des systèmes à partir des phosphures, des sulfures, des oxydes, et ainsi de suite, eh bien, va vous permettre d'obtenir des capacités, je dirais, exacerbées, avec des potentiels qui peuvent varier sur la plage de potentiel de 0,2 à 3,5 volts, dépendant de la force ionique de votre élément, c'est-à-dire en allant de, je dirais, du soufre au fluor. Okay. D'où ces résultats sont très intéressants, mais cependant, eh bien, il faut noter que là aussi, eh bien, il y a eu des centaines, voire des milliers de publications
sur ce domaine, et que 16 ans après, rien ne s'est matérialisé en raison de verrous technologiques majeurs. Ces verrous technologiques majeurs sont de deux ordres. Ils se situent ici. Vous voyez cette courbe électrochimique, et ça, c'est un message qu'il faut que vous reteniez. Vous voyez ici la décharge et ici la charge. Vous avez dans ce cas une augmentation de potentiel, une différence de potentiel relativement élevée. Ça veut dire qu'en ce cas, votre efficacité énergétique est relativement faible. Et ça, ce n'est pas viable pour des applications. C'est-à-dire, finalement, chaque fois que vous allez faire un cycle, vous perdez 25% de l'énergie. Okay. Autre point, c'est finalement, en ce cas, cette irréversibilité. Mais malgré cela, eh bien, je dirais, les chercheurs ont continué à travailler sur ces matériaux et ont totalement ignoré, je dirais, ces deux aspects. Et la question, c'est pourquoi. Mais le pourquoi, il est un peu simple, c'est-à-dire que ça a été une ère de jeu pour des nanomatériaux architecturés qui donnent de magnifiques images TIM et qui ouvrent le portail des revues scientifiques, peu importe l'utilité du matériau. Et là, il y a beaucoup d'énergie qui s'est perdue sur la recherche de tels systèmes et ainsi de suite. D'où, s'il y a bien un message à faire passer, eh bien, c'est que nano n'est pas toujours synonyme de meilleure performance en termes de matériaux d'électrode, et je dirais que même loin s'en faut. D'où, je terminerai sur ce message en mentionnant quand même que les nanos eh bien, ont un aspect intéressant, car c'est grâce aux nanos qu'on a pu développer lithium FePO4 et le silicium, et c'est grâce aux nanos eh bien, que la technologie à ion lithium a pu s'améliorer pour obtenir dans les années 2008 eh bien, des densités d'énergie de 215 Wh par kilo avec des volumétriques de 600 Wh par litre. Eh bien, cela a directement ouvert un autre champ d'application, c'est-à-dire où on passe maintenant des systèmes, je dirais, de portables à des systèmes de transport électrique, avec notamment le vélo, le scooter, voire la voiture électrique. Mais effectivement, dans ces années 2008, eh bien, ces marchés volumineux ont, je dirais, causé pas mal de questions pour les utilisateurs, avec des questions sur la réserve ou sur les réserves de matériaux. Et dans ce cas, eh bien, je vais arriver au troisième point, dans lequel la conception de ces accumulateurs dans le cadre du développement durable. C'est-à-dire, que faire pour faire des batteries, je dirais, vertes lithium-ion. Alors, pourquoi cela ? Eh bien, c'est dans les années 2008, en raison de ce marché volumineux, eh bien, beaucoup de journaux ont crié à l'alarme. Vous avez ici des titres de journaux, Volimi, okay. Le lithium va devenir l'Arabie Saoudite. Vous avez également le prix du lithium va, et encore ça c'est bien heureux, suggérer de nouvelles technologies. Mais également, à la même époque, il y a des études qui ont été faites sur le coût, je dirais, énergétique du kilowattheure stocké via les batteries. Et ça, c'est des papiers, un papier japonais et un papier européen, je crois que c'est de l'Umicore, qui ont rapporté ces chiffres. Et ici, ce que je fais, c'est que je montre l'énergie nécessaire pour fabriquer un kilowattheure de batterie, avec, je dirais, toutes les étapes qui vont de la production du matériau à l'assemblage de la batterie. Et vous voyez, si vous regardez cette échelle ici, cet histogramme, eh bien que pour finalement fabriquer 1 kWh de batterie, il vous faut une énergie électrique de 387 kWh et vous rejetez 85 kg de CO2. D'où voilà, si vous voulez, une des difficultés avec la façon dont les technologies sont faites aujourd'hui. Eh bien, cela a incité, je dirais, les chercheurs à rentrer en considération ce fameux développement durable dans la conception des accumulateurs. Et c'est la raison pour laquelle, à partir de 2009, eh bien, il y a eu beaucoup de travaux au niveau des matériaux, dans lesquels, dans ce cas, eh bien, on a fait des électrodes, on tente de développer des électrodes à partir d'éléments abondants, qu'on verra ici, qui sont le fer, le manganèse, voire le titane. On a essayé, bien sûr, comme j'ai déjà mentionné, d'abaisser les températures de synthèse, de passer des hautes températures qui sont très énergivores à plus basse température avec des biomatériaux, ainsi de suite. Également envisager une approche, je dirais, végétale, une approche organique pour remplacer finalement l'approche inorganique. Et bien sûr, comme on va le voir par la suite, et dans notre cours, eh bien, explorer de nouvelles chimies au-delà du lithium. Alors bien sûr, je ne vais pas détailler tous ces aspects, mais je vous donnerai un transparent sur chacun de ces secteurs pour vous montrer finalement la philosophie derrière les recherches dans ce domaine. Je commencerai tout d'abord par le cas d'abaissement de température, c'est-à-dire de profiter de la chimie douce, ou dans ce cas, eh bien, je rapporte ici des synthèses
qui ont été faits dans des milieux liquides ioniques. Liquide ionique étant ce mélange de cations et d'anions organiques qui a l'avantage d'être liquide à température ambiante par rapport au chlorure de sodium, sel de cuisine, qui est solide. Bien, grâce à ces matériaux, on a pu synthétiser des composés à texture ou à morphologie contrôlée, mais surtout à des températures de 200 degrés C, alors qu'à l'état solide, il faut 700 degrés C. Et également, ces approches ont permis de, je dirais, découvrir votre matériau, notamment la classe des fluorosulfates, dans lequel, vous voyez ici, on a des matériaux avec très haut potentiel, 3,9 volts. Donc voilà, si vous voulez, un des premiers aspects de cette chimie basse température. Ensuite, si on veut encore aller plus bas et descendre à température ambiante, eh bien, chaque fois que le chimiste ou que le chercheur doit faire cela, il s'inspire du vivant. Et pour s'inspirer du vivant, eh bien, dans ce cas, on va regarder finalement que dans la nature, il y a pas mal de matériaux biominéralisés, c'est-à-dire qui sont préparés par précipitation à température ambiante à partir de micro-organismes dotés de pouvoirs catalytiques ou enzymatiques très importants. D'ailleurs, un exemple qui vous est familier, ce sont ces algues unicellulaires qu'on appelle diatomées, qui vont filtrer l'eau de mer pour récupérer le silicium et finalement construire des objets magnifiques de SiO2 comme vous voyez ici. D'où ce qu'on a essayé de faire dans ce cas, et d'autres groupes bien sûr dans le monde, est de préparer des matériaux d'électrodes nanostructurés à partir des bactéries. Et je vous donnerai un simple exemple qui est tout simplement la préparation de l'hématite Fe2O3 à partir de batteries ferro-oxydantes. Vous avez cette bactérie ici de forme bâtonnée, de genre acide borax, que vous allez mettre dans une solution ferreuse, et après 30 jours, après tout simplement 2 jours, vous allez obtenir dans la membrane intercellulaire des cristaux de la phase GABA-FeOH. Et vous voyez, dans ce cas, on va former une coque qui va épouser la bactérie. Ensuite, par un traitement flash en température, eh bien, on va pouvoir obtenir, je dirais, ces chapelets de matériaux alpha Fe2O3, dans lequel, vous voyez ici, vous avez une conduction, le pourtour, le long de la membrane, avec à l'intérieur la possibilité de l'électrolyte de passer. Ça veut dire que vous avez dans ce cas une texture qui est parfaitement adéquate pour avoir des puissances en termes d'utilisation. Et en effet, si vous comparez les performances d'un matériau classique, préparé par les méthodes, je dirais, de chimie du solide, ou alors par cette méthode de biominéralisation, qui est la courbe en bleu, vous apercevez qu'en ce cas, on peut utiliser 90% de cette énergie à haut régime, alors que la courbe en rouge montre que dans le cas d'un matériau texturé, vous n'avez aucune puissance. Tout ça, si vous voulez, c'est un exemple montrant l'apport de la biominéralisation et de passer par des bactéries. Une autre approche qui s'est également inspirée, je dirais, du vivant, est l'approche d'utiliser des molécules organiques. En effet, le corps humain fonctionne par une cascade de réactions électrochimiques qui mettent en jeu des molécules redox. Et là, le point était, pouvons-nous utiliser ces molécules organiques qui proviendraient de la biomasse et les utiliser comme matériaux d'électrode? Eh bien, effectivement, c'est ce que vous pouvez faire. Dans ce cas, vous avez ces molécules qui sont des oxocarbones, dans laquelle, vous voyez ici, vous avez 4 groupes carboxyles, dans laquelle vous pouvez, dans ce cas, eh bien, utiliser un centre redox. On peut, dans ce cas, obtenir des molécules avec des capacités relativement importantes et entrevoir une autre façon d'assembler des accumulateurs dans le futur, où maintenant, on partirait de matériaux qui sont fabriqués de la biomasse. Ensuite, on pourrait directement utiliser notre accumulateur et le recycler. Et lorsqu'on va le recycler, eh bien, tout simplement, le CO2 va être absorbé par les plantes pour être réutilisé, et ainsi de suite. Donc, finalement, vous avez un cycle complet. Alors, tout cela, c'est beau, mais il faut reconnaître que ça ne vous donnera jamais la densité d'énergie que l'on a dans le cas des accumulateurs à ion lithium, dû à la faible densité des molécules organiques. Par contre, vous respectez, vous êtes parfaitement dans le cas du développement durable. Donc voilà, si vous voulez, l'aspect sur ces différentes techniques ou ces approches basse température. Alors, le dernier aspect que je vous ai mentionné, c'est finalement de passer à des technologies différentes du lithium. Et dans ce cas, eh bien, ce sont ces technologies que je mentionne ici, dans lesquelles on a le lithium-air, les batteries lithium-soufre, redox flow, solid-state battery, ou alors les technologies à ion sodium. Mais là aussi, je dirais, aucune de ces technologies a obtenu, au jour d'aujourd'hui, un état de maturation suffisant, mis à part, certainement,
le sodium-ion dont j'ai mentionné. Mais chacune de ces technologies, je vous les décrirai dans les cours suivants, lithium-soufre, également lithium-oxygène et ainsi de suite. Alors si on regarde le lithium-ion ou le sodium-ion, effectivement, ce matériau tombe parfaitement dans le cadre du développement durable, puisque le sodium, comme on l'a déjà vu, est beaucoup plus abondant que le lithium, et des systèmes sont en train d'être développés avec des systèmes lamellaires, comme dans le cas du lithium-ion, voire des systèmes polyanioniques, comme indiqué ici. Et tout ça eh bien, est à l'heure actuelle en train de se développer. Et je vous montre ici certains accumulateurs qui ont été faits avec ces électrodes, notamment dans le cadre d'un réseau français avec le CEA, où les premiers accumulateurs sodium-ion ont été fabriqués. Ce qui est de très intéressant de cette technologie, c'est le nombre de cycles, c'est-à-dire la tenue en capacité de ces accumulateurs, avec également des performances très intéressantes en charge et en décharge au niveau de la puissance, puisqu'on peut, à des régimes de 10C, c'est-à-dire en 6 minutes, utiliser 80% de l'énergie de ces accumulateurs. D'où, définitivement, ça c'est une technologie que vous verrez dans le futur pour remplacer, pas la technologie lithium-ion, mais pour des niches. La technologie lithium-ion a encore des densités d'énergie supérieures au sodium-ion, et vous savez pourquoi, puisqu'on a vu directement les masses de ces matériaux. Et si on regarde effectivement au niveau performance de ces accumulateurs, dans un diagramme qui est très important dans ce domaine, qui est le diagramme de Ragon, vous mettez ici dans ce cas la puissance, c'est-à-dire la vitesse, et dans l'abscisse ici, vous mettez directement la densité d'énergie, c'est-à-dire l'autonomie. Bien, vous avez tous les systèmes dont j'ai mentionné, et on voit ici que le sodium-ion a des performances en puissance qui sont supérieures au lithium-ion. Okay? D'où par conséquent, cela peut présenter des avantages importants, même pour le véhicule électrique, sur des applications 48 volts, dont je pense qu'il sera parlé par la suite dans le prochain exposé. Par contre, on peut se demander, est-ce que maintenant on peut faire des accumulateurs dans le cadre du développement durable comme le sodium, et fermer ce gap entre, aujourd'hui, le lithium-ion et le sodium, et finalement, le véhicule électrique et le litre de gaz. Et là, vous avez un facteur 15. Et là, bien sûr, de nouvelles technologies ont été développées et sont en étude. Parmi ces technologies, vous avez simplement entendu parler des technologies métallaires, des technologies lithium-soufre. Et effectivement, si vous regardez d'un point de vue théorique quelles sont ces densités d'énergie, vous apercevez que je vous ai parlé directement de lithium-ion, où de densité théorique est de 387 Wh par kilo. Si vous regardez maintenant le lithium-air, vous êtes à 3500. D'où vous allez me dire, le facteur 10 que l'on cherche, on l'a. Malheureusement, eh bien, ces technologies qui ont, je dirais, soulevé l'engouement, peut-être pas mal des industriels pendant quelques années, eh bien, ont des verrous technologiques énormes avant de les mettre sur le marché. Et je mentionnerai tout cela lorsque je traiterai dans mes cours les technologies lithium-air et lithium-soufre. Alors, également, dans le cas du développement durable, les nouveaux développements que l'on voit, c'est retourner sur des systèmes à queue. Et là aussi, vous avez de nombreuses recherches ces jours-ci où on va voir du lithium-ion à queue, du sodium-ion à queue, et ainsi de suite. Toutes les technologies sont des systèmes non à queue, où on est directement à 3 volts, je m'excuse, et on a maintenant toutes les technologies en système à queue, comme décrit directement par cette vague bleue, avec les mêmes systèmes qu'on va trouver. Voyez. Alors bien sûr, là aussi, on obéit au cas du développement durable. Par contre, regardez le potentiel, on retombe à la problématique que je vous ai introduite en début d'exposé, où en système à queue, on ne peut pas obtenir de grand potentiel. Alors tout le challenge pour la recherche aujourd'hui et de demain, eh bien, est tout simplement de travailler sur, je dirais, des aspects de surface pour élargir le domaine potentiel, le domaine de stabilité, de tension de ces matériaux. C'est-à-dire, finalement, faire, comme on a vu la technologie au plomb, qui fonctionne à partir d'un aspect cinétique, pouvons-nous faire des technologies au lithium, fonctionnant en milieu aqueux, dans lequel, dans ce cas, on aurait des cinétiques de réaction secondaire relativement lentes, qu'on pourrait les utiliser en dehors de la plage thermodynamique de l'eau. Donc voilà, si vous voulez, des recherches qui se font, et il y a même des systèmes qui sont commercialisés, puisqu'il y a une technologie qui est Aquaion, qui a vraiment utilisé, regardez, ces systèmes aqueux, pour faire des technologies sodium-ion en milieu aqueux, dans lesquels ils vont travailler avec des matériaux qui vont se trouver dans le domaine de stabilité de l'eau,
mais malheureusement qui vont ne donner que des potentiels de 1 volt. Et ces technologies ont été développées tout d'abord avec couplant une électrode, faradique avec une électrode capacitive. Et là, on a le système sodium-ion, qui est la technologie aqua-ion énergie. Là aussi, regardez, 28 kWh par kWh, qui est très loin de ce que l'on a dans le lithium-ion. Et ce qui fait que quand vous avez des densités d'énergie si faibles, eh bien, le coût devient plus élevé que vous avez pour le lithium-ion au départ. Donc voilà, si vous voulez, un peu ce qui s'est passé dans le cas du développement durable, et ces recherches se poursuivent encore. Je voudrais maintenant aborder un des derniers points sur les matériaux, et finalement la section que j'appellerai le nouvel élan. Et là aussi, c'est quelque chose qui va vous concerner, car c'est des matériaux, je dirais, bien connus, et vous montrer comment une recherche fondamentale sur des recherches appliquées peut conduire, je dirais, à des révolutions technologiques. Pour ce faire, je vais reprendre ce matériau dans lequel je vous ai mentionné, rappelez-vous, ce fameux NMC, composé lamellaire avec une substitution dans les plans. Et dans ce cas, eh bien, comme le pouvoir aussi, je remets finalement ce fameux, je dirais, tome 1 de l'électrochimie sur les matériaux d'électrode. Et vous voyez qu'on a déjà fait tomber toutes ces difficultés. Maintenant, il reste centre cationique et redox. Est-ce que cela est obligatoire pour faire des matériaux d'électrode ou est-ce suffisant? Eh bien, les recherches ont montré que l'on pouvait préparer d'autres matériaux lamellaires, comme indiqué ici, dans lesquels maintenant on pouvait mettre, vous voyez, des atomes de lithium dans les feuillets lamellaires, en plus dans les feuillets métalliques, excusez-moi, en plus des feuillets lamellaires. Et c'est ce qui nous a conduit, ou qui conduit aux phases lithium riche NMC. Et lorsque les chercheurs, notamment au Canada et aux États-Unis, ont préparé ces phases, bien, ils se sont aperçus que ces matériaux avaient des capacités exacerbées. C'est-à-dire qu'en ce cas, vous avez 280 mAh par gramme comparé à 180 mAh par gramme. D'où la question était de comprendre la science qui était derrière ces phénomènes et de préparer des matériaux pour finalement déceler le problème ou la solution. Et ainsi, ce qui s'est passé, c'est qu'on a pu, sur des matériaux modèles, dont notamment ici une phase de ruthénate, avec du ruthénium et du deltin, savoir, étudier, voir ce qu'il y avait en dessous de cette courbe électrochimique. Et cela par des méthodes analytiques, dont je vous mentionnerai les deux les plus importantes, qui sont des méthodes par spectroscopie de photoémission par rayon X, où dans ce cas, on regarde à l'énergie de liaison, vous apercevez que vous avez ce pic bleu qui est de l'oxygène classique, O2-, et il y a apparition sur le composé chargé d'un groupement O2N-, qu'on appelle des groupements type peroxyde. Et cela a pu être confirmé par des mesures de RPE. Vous avez un signal RPE qui est analogue à ce que vous trouvez sur la phase CaO2. D'où on pouvait montrer dans ce cas que dans ces composés sur lesquels vous avez ces courbes en cascade, le premier plateau était tout simplement dû à l'oxydation de ruthénium plus 4, ruthénium plus 5, et le plateau au plus haut potentiel, eh bien, était dû directement à la formation de groupes peroxyde. Et on a pu également montrer par des mesures de microscopie que l'apparition ou l'apparence de ces, je dirais, liaisons peroxo qui sont plus courtes que les liaisons classiques. D'où ainsi, on a pu mettre une évidence directe que la haute capacité de ces matériaux était due, je dirais, à l'accumulation d'espèces redox cationiques et anioniques. Et bien ça met tout simplement fin aux 25 ans de croyance qui stipulaient que tout simplement la capacité d'un composé d'intercalation était tout simplement reliée au réseau cationique. À partir d'aujourd'hui, eh bien, quand on va concevoir des matériaux, il va falloir tenir compte de cette, je dirais, cette charpente anionique. Alors tout cela, on peut, je dirais, aller voir dans la compréhension, dans la structure de bande. Si je mets cela, ce n'est pas pour vous montrer la structure de bande ici, juste pour vous dire ce qui se passe, mais c'est pour faire allusion à une personne qui a joué un rôle clé dans ce domaine. C'est-à-dire que si on voit nos matériaux classiques, eh bien dans ce cas, on a une structure de bande avec des orbitales moléculaires liantes et antiliantes et une bande d'oxygène P. Mais notez qu'en ce cas, il y a une grande séparation. Dans nos matériaux, eh bien, ce qui se passe, s'il y a directement les bandes sont en train directement de se déplacer et la bande antiliante migre dans la bande P avec un déversement d'électrons qui va créer des trous en haut de cette bande P.
C'est-à-dire qu'en ce cas, on a une réaction que lorsqu'on fait une oxydation, on va oxyder les oxygènes, mais on va réduire le métal. D'où, tout simplement, cela revient à dire que l'oxygène, on a des composés dans lesquels l'oxygène devient moins électronégatif que le métal. Alors tout cela, c'est intéressant, mais tout cela, eh bien, malgré que les chercheurs l'aient ignoré, eh bien, avait été, je dirais, poursuivi fortement, de cela 20 ans, par Jean Rouxel, qui a été professeur de Collège de France et qui a directement eu la même chaire que celle que j'ai aujourd'hui et qui a enseigné ça dans les années 1997 pour les chalcogénures. C'est-à-dire toute cette chimie des trous qui est en train de révolutionner le domaine aujourd'hui, eh bien, elle était connue, en France certainement pour sûr, mais totalement ignorée ailleurs dans le monde. Et ces matériaux, eh bien, ces concepts, nous permettent directement d'entrevoir, je dirais, de belles choses. Alors pourquoi? Parce que ces matériaux, eh bien, ces phénomènes ne sont pas seulement présents dans les composés lamellaires, vous avez ici un composé lamellaire, ils sont présents dans des composés, je dirais, trois-dimensionnels désordonnés, comme a été montré par une équipe japonaise, ou alors, comme notre groupe a montré, également dans les structures 3D. Ça veut dire que maintenant, eh bien, ce nouveau phénomène dans lequel on peut imbriquer, je dirais, l'activité anionique du réseau, eh bien, a lieu dans les oxydes, c'est-à-dire qui sont la plus grande majorité des composés inorganiques. Et cela, je dirais, ouvre l'horizon très grand pour la synthèse de nouveaux matériaux. Alors, effectivement, eh bien, dans le futur, il y a de nombreuses opportunités pour dessiner, pour concevoir des matériaux d'électrode à double capacité. Comment faire cela? Eh bien, il va falloir tout simplement jouer avec l'outil du chimiste, qui est le tableau périodique. Il va falloir savoir se déplacer dans ce tableau périodique. C'est-à-dire qu'il va falloir se mettre dans une situation illicite où on est finalement cette situation avec, au niveau de Fermi, les bandes B et les bandes D. D'où on va pouvoir faire soit en changeant l'électronégativité de l'anion, qu'on peut voir ici, soit en changeant la nature, la covalence du métal 3D, c'est-à-dire en passant des couches 3D, 4D, 5D. Donc voilà, si vous voulez, la règle du jeu pour le futur dans ce domaine. D'où, j'espère vous avoir convaincu que finalement, tout ce qu'on avait établi dans les années 1991 sur les critères du matériau idéal pour faire des matériaux d'intercalation des électrodes, eh bien, est totalement bafoué aujourd'hui. Raison pour laquelle, eh bien, il faut écrire le tome 2 de l'électrochimie et des matériaux d'intercalation. Donc voilà, si vous voulez, un peu ce que je voulais vous raconter sur l'histoire, l'évolution, vécue personnellement pendant 20 ans, sur cette chimie du lithium et cette électrochimie du lithium. Alors maintenant, je voudrais aborder le reste de cette présentation et pour vous faire un peu rêver et pour vous dire finalement où est-ce que vont toutes ces technologies et à quoi peut-on s'attendre dans le futur. Et j'arrive finalement à un système ou un transparent que j'avais oublié, je m'en excuse, dans lequel, ce que je vais vous mettre ici, c'est-à-dire malgré que toutes ces recherches soient aussi excitantes, élégantes, il ne faut pas perdre de vue l'application. Et ces nouveaux mécanismes qu'on a mis en jeu, eh bien, aujourd'hui, on a identifié déjà les verrous technologiques. Les verrous technologiques sont de deux ordres. Le premier est la chute de potentiel. C'est-à-dire que ce sont des matériaux, lorsque vous allez cycler, le potentiel va varier. D'où d'un point de vue application, ce n'est pas viable. La deuxième limitation est un problème cinétique. Si vous regardez ces composés, vous apercevez ici ces courbes dérivées, dans lesquelles vous avez dans ce cas eh bien, le groupement peroxo et le groupement cationique. Et vous voyez que maintenant, regardez, si j'utilise des régimes relativement faibles, C sur 50, ça veut dire qu'en ce cas, je décharge mon accumulateur en 50 heures. Si maintenant, je décharge mon accumulateur en 1 heure, vous voyez qu'en ce cas, eh bien, le pic correspondant à ce redox anionique eh bien, a shifté ou s'est déplacé vers le redox cationique. Ça veut dire qu'en ce cas, on a deux mécanismes. Malheureusement, les cinétiques sont totalement différentes. Et là aussi, d'un point de vue application, il va falloir tout simplement ajuster tout cela. Alors, quelles sont les chances? Eh bien, je dirais, ce ne sont pas des problèmes insurmontables. Au niveau, je dirais, de cette chute au potentiel, je crois que les recherches ont montré des résultats intéressants, notamment liés au fait d'un point structural, c'est-à-dire la capture de certains ions 3D par, je dirais, des sites tétraédriques. Au niveau, je dirais, de l'aspect cinétique, eh bien là, je dirais, il est encore trop tôt pour se prononcer. Il faut encore une recherche fondamentale pour directement résoudre ces problèmes. D'où ça, effectivement, ça termine cet aspect sur ces nouveaux matériaux. Et je vais maintenant me déplacer sur la troisième partie où on va voir l'au-delà
et le rêve sur le lithium-ion. Alors là aussi, ce rêve, eh bien, il va provenir, je dirais, peut-être pas de scientifiques, mais je dirais de visionnaires. Et je vous ai déjà mentionné cette personne, et je vais la remettre là aussi aujourd'hui, car c'est un homme d'affaires qui est en train de changer totalement le domaine de l'énergie et le domaine des batteries. Il s'agit d'Elon Musk, qui a annoncé en 2015 la commercialisation d'une nouvelle batterie Tesla Powerwall. Quand je dis nouvelle, vous ne faites pas de soucis, c'est exactement les mêmes matériaux qu'on utilise dans toutes les batteries. Mais je dirais, cette personne est omnibulée par les coûts et également par la production en grande masse. D'où son désir, bien finalement, c'est de pouvoir fournir de l'énergie à tout individu de façon fiable, en grande quantité et à bas coût, et quel que soit l'endroit où cette personne se trouve sur la planète. Voilà son objectif. Alors bien sûr, il affiche ces chiffres qui sont, je dirais, relativement provocants, mais si on regarde la façon dont il veut le faire, ils sont peut-être moins provocants, ils ont un sens. Et ce sens, eh bien, ça va certainement changer la façon dont l'industrie va devoir regarder au stockage d'énergie, mais également changer la façon dont nous, en tant que chercheurs, devrons effectuer nos recherches et peut-être changer de direction dans le futur. En effet, si on regarde pourquoi ou comment il va baisser ce coût, eh bien, il y a 3 facteurs. En augmentant la densité d'énergie ou la chimie, bon, pour le moment, ça n'a pas été fait, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser les matériaux lamellaires, peut-être le lithium rich dans quelques années. L'effet de volume, bien sûr, c'est la Gigafactory, donc j'ai mentionné, et il va s'atteler ou regarder la seconde vie de la batterie. Et c'est un peu sur ce point que je voudrais attirer votre attention et ce qui peut se faire. En effet, ce qu'il veut faire, c'est relativement simple, c'est-à-dire utiliser des batteries pour le véhicule électrique et ensuite, lorsque celles-ci seront fatiguées, usées, eh bien, les mettre pour des applications réseau. Ça veut dire qu'en ce cas, eh bien, il veut changer la fonctionnalité de la batterie, ce qui n'est pas directement, ou leur donner une bifonctionnalité, ce qui n'est pas vraiment très facile. Pourquoi ? Parce qu'à ce jour, eh bien, il manque de traçabilité de la batterie, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas l'état de santé de cette batterie. Et ça, c'est important. La question, c'est utopiste, certainement, aujourd'hui, mais ça peut être réalisable demain. Ça peut être réalisable, c'est-à-dire que si on s'efforce de développer des techniques in situ, passives et plus sophistiquées. Alors, dans ce cas, eh bien, effectivement, les chercheurs, ont été fortement innovants durant ces dernières années. Et en effet, je vous mentionne ici les différentes techniques qui sont utilisées pour aller regarder à l'intérieur de la batterie, de l'électrode, avec les différentes techniques à l'échelle de l'angstrom, du nanomètre, du micromètre, ainsi de suite. Et tout ça, eh bien, on peut aller voir à l'échelle de l'atome, à l'échelle de la particule, à l'échelle de l'électron. Vous avez ici des manips de RMN, de RPE, des manips de microscopie, des manips ici d'X et de microscopie, et des manips instituts de neutrons pour aller regarder réellement ce qui se passe à l'intérieur. Mais pour avoir cette traçabilité, la difficulté, il faut maintenant être capable d'aller contrôler ces batteries sur le terrain. Et bien, pour ce faire, au jour d'aujourd'hui, eh bien, déjà, lorsque vous avez un véhicule électrique, eh bien, on peut contrôler, si je peux dire monitorer, excusez-moi du terme, certains paramètres, que sont le potentiel, la température, la résistance, et ainsi de suite. Mais, si vous voulez avoir cette traçabilité dans le futur, il vous faut des choses supplémentaires. C'est-à-dire que finalement, il faut, si je peux dire, comme dans le cas de l'être humain, déterminer l'état de santé de la batterie. Et vous savez que dans l'être humain, par exemple, vous rentrez une puce pour aller traiter une personne qui est malade du diabète. Lorsque vous avez des opérations chirurgicales, vous avez directement des fibres optiques qui vont transmettre des signaux de l'intérieur vers l'extérieur, et ainsi de suite. Eh bien, grosso modo, ce qu'il faut faire, ce qu'on va faire dans le futur, c'est effectivement voir la possibilité de faire ça. Ce qui fait que dans le futur, eh bien, les batteries, vous aurez certainement une électrode positive, une électrode négative, mais vous aurez également une sortie analytique de façon à comprendre les différents mécanismes qui se passent. Donc voilà, si vous voulez, le futur, où est-ce qu'il va. Et si on va encore plus loin, eh bien, vous allez voir, je dirais, la correspondance avec la médecine, où, maintenant, on peut avoir l'état de santé des batteries, on va identifier la défaillance, mais ça veut dire qu'en ce cas, eh bien, on va pouvoir, possibilité de la réparer et d'avoir de l'auto-réparage. Et là, une fois de plus, on va s'inspirer de la médecine. Pourquoi on va s'inspirer de la médecine ? Parce que vous allez voir que la problématique, finalement, n'est relativement la même. Si vous avez du cholestérol, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez tout simplement un dépôt de cholestérol sur vos artères.
c'est quoi la SEI? La SEI dont je vous ai mentionné, qui est le cauchemar des électrochimistes, eh bien, c'est le dépôt de cette interface solide-électrolyte autour d'une particule. Okay. Donc, par conséquent, vous avez la même thématique, la même problématique. Et qu'est-ce qu'on fait en médecine? Eh bien, on va utiliser directement des molécules autoréparantes qui, à l'aide d'un stimulus, vont pouvoir déclencher, je dirais, les espèces nécessaires pour aller finalement recoller une électrode, et ainsi de suite. Donc voilà, si vous voulez, les sortes de recherches que nous tentons aujourd'hui de mettre en place dans ce domaine. Et bien sûr, je dirais que ce sont des recherches qui nécessitent de fédérer différentes communautés, qui ne sont pas faciles, mais malheureusement qui sont encore dans son état embryonnaire, mais qui sont passionnantes. Donc, pour conclure, eh bien, je dirais que ce que je vais essayer de vous raconter, malgré que ce soit un peu long, de vous faire finalement une vue générale sur cette fameuse technologie à ion lithium, d'où elle est venue, comment elle s'est modernisée et où elle va-t-elle. Vous avez ici toutes les différentes étapes, rappelez-vous le concept en 1981 et toutes les progressions qu'on a vues. Au jour d'aujourd'hui, on est à 250 Wh par kilo et, je dirais, dans les 20 ou 25 ans, on peut atteindre 350 Wh par kilo, mais je dois dire que ce sera les limites, car on connaît les propriétés intrinsèques de ces matériaux, et là, je pense qu'on va atteindre les limites. Je vous ai également montré que toutes les techniques, tous les systèmes qu'on développe dans le cadre du développement durable, et là aussi, pour obtenir, si vous voulez, des facteurs 2 ou 3, comme je vous mentionnais dans l'école lithium-air. Mais ce qui est important de voir, c'est que le stockage électrochimique de l'énergie, on ne suit pas du tout la loi de Moore. Okay. Et ça, la bonne et simple raison, c'est que finalement, on prend des électrons, et finalement, on prend les électrons de liaison chimique. Dans les liaisons chimiques, on sait le nombre d'électrons qu'on a, et on sait finalement notre barrière. Donc voilà la difficulté au jour d'aujourd'hui sur le stockage électrochimique, qui est basé sur des liaisons d'augmenter considérablement les densités d'énergie. D'où, pour résumer, eh bien, la technologie à ion lithium est un bienfait de la nature que nous pourrons utiliser pour des siècles. Et je pense que ce sera directement la technologie au plomb, que vous avez tous connue, et qui va durer pendant des années et des années. Comment peut-on l'améliorer? Bien, je dirais, il y a différents aspects. Il y a également l'aspect matériaux, on va pouvoir augmenter l'autonomie, mais de nouveau, là aussi, je dirais, on est relativement limité. Le lithium rich en MC, je dirais, c'est presque le maximum qu'on peut voir. Il y a surtout, et ça c'est important, améliorer la durabilité, car c'est ce dont les applications industrielles veulent, et également assurer la fiabilité, je dirais, diminuer l'anxiété. Et dans ce cas, ça veut dire qu'il faut cette traçabilité que je vous ai mentionnée, et si on pouvait aller réparer, mais ça bien sûr, ce n'est pas pour demain. D'où avec tout ça, je voudrais conclure, et j'espère que grâce au lithium-ion, les industriels s'amusent, et Renault avait annoncé qu'ils avaient doublé la capacité de la Zoé, grâce, comme vous allez voir, pas totalement aux batteries, mais grâce directement à des améliorations. Et Bertrand Largy, vous allez vous présenter cela. Donc voilà, si vous voulez, à peu près, résumer tout ce que je voulais vous raconter sur, j'espère que vous avez vu, cette belle histoire qu'est la technologie à ion lithium, et d'autant plus belle que j'ai pu la vivre. Merci.